Bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. On va continuer la présentation de la DCF. Donc, on était arrivé là la dernière fois à la fin du cash flow, enfin du free cash flow plutôt. Donc, on a vu toutes les composantes, comment forecast, etc. Donc, maintenant, on va rentrer dans une autre notion qui s'appelle la terminal value. Si vous vous rappelez au tout début, j'avais dit que on devrait, voilà. Alors, on doit d'abord faire le cash flow et le free cash flow et les périodes de prévision. Donc, on a fait les deux premières parties. Il nous reste maintenant à voir la terminal value et le WACC. Donc, si je reviens sur le schéma de base, comme j'avais expliqué, donc le but c'est d'avoir la valeur intrinsèque de l'entreprise, autant T0, sur base des cash flows futurs, on prend 5 ans, souvent 5 ans, je ne vais pas revenir encore une fois là-dessus. Et à la cinquième année, on ajoute une terminal value qu'on actualise aussi avec le WACC exposant grand T, donc c'est-à-dire exposant 5, en tout cas exposant la dernière année de notre période de forecast. Ok. En fait, la terminal value, c'est une notion qui nous permet en fait d'envoyer, de calculer la valeur de l'entreprise jusqu'à la mort, jusqu'à l'infini. Donc en fait, ça va être une valeur qui va aller de la cinquième année jusqu'à l'infini. Et cette valeur qui va de la cinquième année jusqu'à l'infini, on va l'actualiser au temps t0. Ok. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que la terminal value? Alors, on va y aller tout de suite dans le vif du sujet. Voilà, ok. Donc, on a une valeur terminale dans la dernière année de la période de prévision est ajoutée pour refléter la valeur actuelle de tous les flux de trésorerie ultérieurs. Donc, c'est bien ce que j'ai dit. Si je vais un peu plus loin dans mon schéma, c'est bien de l'année, à partir de la dernière année de nos forecasts jusqu'à l'infini. C'est ça que la terminale va refléter tous les flux futurs après la cinquième année de forecast. Donc, ça va être une valeur infinie qu'on va actualiser au temps T0. Donc c'est vraiment la définition de la terminal value. Schématiquement et théoriquement, on peut aussi considérer, la terminal value peut être aussi considérée comme le prix de vente de l'entreprise à la fin de la forecast period. Donc à la cinquième année, ici, votre terminal value peut représenter la valeur de vente de l'entreprise. Enfin, le prix de vente de l'entreprise. Donc il y a deux manières de calculer la terminal value. La première, c'est l'exit multiple method et la deuxième, c'est la perpetuity growth method. Donc, les exit multiple, IMM, donc on calcule la valeur restante du free cash flow d'une entreprise produite après la période de projection sur base de multiples de son EBITDA ou EBIT pour la dernière année. Encore une fois, le choix entre EBIT et EBITDA, ça dépend de l'analyste et de l'entreprise que vous avez en main. C'est souvent mieux de prendre l'EBITDA que l'EBIT parce qu'il prend en compte les DNA et c'est plus représentatif du cash. J'ai assez assisté sur cette notion d'EBIT et EBITDA, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Et via la technique de l'exit multiple method, la terminal value correspond à l'EBITDA en grand T fois l'exit multiple. Donc c'est l'EBITDA de la dernière année de forecast. Le grand T, c'est l'année 5, si vous avez pris 5 ans. Donc la dernière année, multiplié par ce qu'on appelle un exit multiple. Donc schématiquement ici, on a même une analyse de sensibilité parce que automatiquement la terminal value va être une assumption, encore une fois, ici, parce qu'on va estimer, on va faire l'hypothèse de l'excès multiple et a fortiori aussi pour la perpetual growth rate method, on fera l'hypothèse d'un taux de croissance générique. Donc la terminal value est une hypothèse aussi de l'analyste. Alors cette technique-là, donc comme j'ai dit, on prend les BDA dans la dernière année de forecast qu'on multiplie par ce qu'on appelle un exit multiple. Le WACC va rentrer en jeu aussi. C'est pour ça qu'ici on a des deux côtés à la fois le WACC et l'exit multiple pour faire une analyse de sensibilité. De manière générale, ça j'y reviendrai à la fin de la présentation, les analystes ont tendance à faire une analyse de sensibilité pour montrer l'impact qu'a leur hypothèse, leur assumption sur la valeur de l'entreprise, pour voir comment est-ce que ça varie.
Donc l'exit multiple, c'est donc une assumption d'analyse. Ce multiple ici, ça va être une assumption. Et c'est quoi en fait? En fait, c'est tout simplement le range du ratio EBITDA ou EBIT, ça dépend comme vous avez pris, de l'EV/EBIT ou EV/EBITDA, précédemment dans la sélection des peers. Donc on peut également prendre simplement la moyenne et la médiane du ratio EV/EBITDA de nos peers. Donc ici, ce que vous voyez, c'est le range que vous avez sélectionné. Voilà, ici, il a été plus là. Normalement, vous avez un range comme ça. 6 fois sec, 7 fois c'était la médiane et 7 fois sec, c'était votre range. Il a été plus loin, elle a pris 6 fois et 8 fois aussi à côté dans le livre. Donc, maintenant, encore une fois, c'est une assumption, le selected multiple range, si vous vous rappelez, dans la pire, c'était une assumption qu'on se faisait. C'est pour ça qu'on fait une analyse de sensibilité. Donc, je vais vous montrer dans la template comment est-ce qu'on fait ça. Voilà. Donc, ici, j'avais mon range que j'avais calculé avec les EV/EBITDA. Donc, si je vais ici, hop, vous pouvez voir que EV/EBITDA, j'ai un range qui va de 10,9 à 12,10. Et ici, j'ai 19 à 12,10 aussi. Ok. Donc, le perpetual growth rate que je vais trouver vis-à-vis grâce à l'excès de multiple, ça va être enfin la terminal value plutôt que je vais trouver, excusez-moi, la terminal value que je vais trouver ici, oui, UMA, c'est tout simplement l'EBITDA en 5 multiplié par l'excès de multiple. Comme vous pouvez voir, c'est C7 fois C6. Et j'ai ma terminal value. Ok? Ça, c'est la première manière de faire. Et de faire ça vis-à-vis du range. Maintenant, moi, ce que je préconise, et ce que je préfère faire pour calculer la terminal value, c'est d'utiliser la deuxième méthode, la Perpetual Growth Rate Method, pour la simple et bonne raison qu'on peut la combiner avec la méthode de l'excès de multiple. Vous allez très vite comprendre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, au lieu de dire que, tout simplement, comme ici on a fait, l'excès de multiple, ça sera la terminal value, pardon, excusez-moi, ça sera l'excès de multiple multiplié par les bits DR5. Donc ici, on ne prend qu'une constante, à savoir la médiane ou la moyenne de votre analyse Pearce vis-à-vis de l'EV/EBITDA. Ce qu'on va faire, on va tout simplement insérer ce qu'on appelle taux de croissance long terme. Donc, ce taux de croissance long terme, c'est ce qu'on appelle le G, le Perpetual Growth Rate Method, c'est une assumption d'analyste. Généralement, pour aller un peu plus loin, on prend souvent 2%. Et la formule, c'est quoi de cette approche? On fait, voilà, c'est ça, c'est le free cash flow de votre dernière année fois 1 plus G, le taux de croissance, via le Perpetuity Growth Rate Method, divisé par le WACC moins G. Donc voilà, ça c'est la deuxième manière de calculer la terminal value. C'est la deuxième formule, via l'approche du Perpetual Growth Rate Method. Après, on doit bien évidemment l'actualiser. Et on l'actualise avec le même facteur que le dernier cash flow. Donc c'est discounted TV, c'est tout simplement donc la terminal value divisé par 1 plus le WACC, c'est 24 ici, exposant sec. Parce que si on revient sur la ligne du temps, on est bien la cinquième année après la terminal value. C'est pour ça qu'on fait exposant sec. Donc ici, je vous ai mis l'ensemble. Alors, on peut se poser la question, c'est d'où sort cette formule-là? En fait, la méthode la Perpetual Growth Rate Method, elle est basée sur le modèle de Gordon. Donc le modèle de Gordon, c'est un modèle de croissance constante des dividendes. On prend les dividendes comme valeur, comme valorisation pour l'action de l'entreprise. Donc on va avoir au numérateur, au lieu d'avoir des free cash flow, on va avoir des dividendes d'été. Donc schématiquement ici, je vais vous expliquer la petite démonstration pour vous trouver comment est-ce qu'on tombe sur cette formule-là, sur la formule le dernier cash flow, l'expected free cash flow en grand T fois E plus G infini divisé par K moins G. Je vais faire la démonstration avec vous. Donc, le dividende en 0, c'est fois E plus G exposant T égale dt. Donc, vous me suivez. Ici, j'ai fait une petite ligne du temps. D0 fois
donc ici, entre 0 et t, on a t tout simplement, fois e plus g exposé au t égale dt. Ok? Donc, a fortiori, dE, une année plus loin, c'est dt, c'est dE fois e plus g exposé au t moins e. Si je vais une année plus loin, entre dt et dE, j'ai t moins e au lieu d'avoir t. Ok? C'est ce que je vous ai marqué sur le Newton ici. Donc dE fois e plus g exposé au t moins e égale dt. Et on fait l'hypothèse que, ici, dans le modèle de Gordon, que les dividendes vont croître taux constant. Donc G, c'est le taux croissance de dt des dividendes, du dividende. Donc c'est une hypothèse implicite ici. On dit bien que le dividende va croître de manière perpétuelle à un même taux. Donc chaque année, on va avoir le même taux de croissance des dividendes, jusqu'à l'infini. Donc automatiquement, on va avoir la somme pour t qui va de 1 jusqu'à l'infini de dt sur e plus k exposant t. Vu qu'on doit les actualiser. Mais dt, on sait que c'est d1 ici fois e plus g exposant t. Exposant moins 1, ok? Donc je remplace tout simplement dt par dE fois e plus g exposant t moins 1. Mon dénominateur ici ne change pas, j'ai juste fait insérer ça là-dedans. Donc ça me donne dE fois e plus g exposant t moins 1, ok? Là, il y a une petite astuce à faire, c'est qu'on rajoute la fraction e plus k exposant moins 1 divisé par e plus k exposant moins 1. Ça ne change rien. L'égalité est toujours vraie parce qu'on diviser un nombre par lui-même, ça ne change rien l'égalité, ça fait 1. Cette fraction-là, e plus k exposant moins 1 divisé par e plus k exposant moins 1, ça fait 1. Ok? Vous êtes d'accord avec moi? Alors ici, maintenant, on va faire une petite manipulation. En ce sens que, donc ici, le dénominateur, on va avoir e plus k exposant t fois e plus k exposant moins 1. Donc, on va avoir e plus k exposant t moins 1. C'est ce qu'on trouve ici. Le numérateur ne change pas, e plus g exposant t moins 1, mais le dA est indépendant du signe sommatoire. Donc, le dA, on le sort, il est ici. Et pareil, le e plus k qui était ici exposant moins 1, e plus k exposant moins 1, c'est e sur e plus k. Donc, il sort aussi parce qu'il n'y a pas d'exposant t. Donc on a sorti le dA, on a sorti ça et ça de notre symbole sonnatoire. Donc on a P0 égale dE sur A plus K fois la somme pour T qui va de A plus K à l'infini de A plus G exposant T moins 1 fois A plus K exposant T moins 1. On peut exprimer ça d'une autre manière, c'est dE fois A plus K divisé par A plus K fois la somme qui va de T à l'au-delà jusqu'à l'infini de A plus G sur A plus K que je mets entre parenthèses exposant T moins 1. Alors là, si vous développez votre somme, je ne l'ai pas développé ici, mais si vous développez à votre somme, jusqu'à l'infini, vous allez avoir E plus G divisé par E plus K, plus E plus G divisé par E plus K, le tout exposanté, etc. Donc vous allez avoir une série géométrique, qu'on appelle ça. Vous allez avoir une somme de termes infinis, donc ça s'appelle en mathématiques une série géométrique. Et la formule de la série géométrique, c'est tout simplement 1 divisé par, c'est le premier terme de la somme, divisé par E moins la raison. Ici, la raison, c'est E plus G divisé par E plus K. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Donc, on va tout simplement appliquer la formule de la série géométrique. Donc, pour rappel, c'est tout simplement ça, c'est 1 divisé par entre parenthèses 1 moins k. Ça, c'est la formule pour avoir le résultat d'une série géométrique, comme on a ici. Donc, c'est le premier terme, c'est le premier terme de la somme, divisé par 1 moins la raison. Donc, c'est tout simplement ce que j'applique ici. Donc, on va avoir le premier terme, ça ne change pas en tout cas. Et on va avoir 1 divisé par 1 sur 1 moins la raison. Ok? Pourquoi? Parce que le premier terme, vu que t commence à 1, on va avoir 1 moins 1. Le premier terme. Donc si je commence à développer la somme, donc je remplace t par 1. On va avoir 1 moins 1, ça fait 0. Et tout nombre exposant 0 vaut 1. Donc en fait ici, je ne l'ai pas mis, mais il y a 1. Ok? Donc on va avoir 1 fois... Enfin, il est là en fait, le 1. Notre 1 dans la formule ici. Le 1, c'est 1. Ici. Ok? C'est 1. Divisé par 1 moins la raison. Et la raison, c'est A plus G sur A plus K.
Donc après, on met au même dénominateur, on met au même dénominateur la partie de la fraction ici, le dénominateur qui est ici. Ça fait a plus k moins a moins g. Les a s'annulent. A plus k et a plus k, ça s'annule. Et in fine, on obtient dA divisé par k moins g. Donc voilà, voilà d'où sort cette notion de, de terminal value. Et je n'ai pas refait encore une fois la démonstration appliquée ici à la Perpetual Growth Method, mais par raisonnement analogue, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Si vous refaites vous suivez le même schéma de démonstration ici, pour ce truc-là, pour ce expected free cash flow, vous allez avoir ce résultat-là. Pareil, où G égale G fini. Donc par raisonnement analogue, on trouve la Perpetual Growth Method. Par raisonnement analogue. Par contre, ce qui est important ici, c'est que, et dans les deux cas, que ce soit avec le modèle de Gordon ou bien avec le Perpetual Growth Method, c'est qu'il y a une hypothèse qui est primordiale, c'est que K doit être plus grand que G. Qu'est-ce que K? K, c'est notre facteur d'actualisation, donc ça sera le WACC dans le cas ici. Si je retourne dans ma template, comme vous pouvez voir, mon K, c'est le WACC, c'est le taux d'actualisation. Okay, et il faut que le taux d'actualisation, c'est-à-dire le WACC, soit supérieur à votre taux de croissance. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez un taux de croissance qui est supérieur au WACC, vous allez avoir automatiquement ici un dénominateur négatif et donc une fair value négative, un prix négatif. Donc cette assumption-là, cette hypothèse de modèle, elle est primordiale. Quand on utilise le Perpetual Growth Method, on admet implicitement que le taux d'actualisation sera supérieur au taux de croissance. C'est souvent le cas, c'est très rare. Enfin, faut vraiment aller chercher des entreprises peu risquées alors qu'il y a en termes de capital pour que vous risquez d'avoir un WACC qui est proche du G. Donc plus le WACC va tendre aussi une autre analyse de ça, comment dire, quelque chose qui est important à noter dans cette formule-là et qui est aussi vrai par raisonnement analogue pour la terminal value. Ici, je travaille sur le modèle de Gordon parce qu'on a vraiment une formule très simple, K moins G, et c'est ce qu'on retrouve ici. Encore une fois, je pourrais raisonner ici pareil. Donc, WACC moins G, K moins G, c'est exactement pareil par raisonnement analogue. Ce qui est important à savoir ici, c'est que plus K se rapproche de G et plus G se rapproche de K, plus la valeur va être grande. En effet, si jamais vous avez un WACC de 8% et un taux de croissance de 2%, ça fait 8 moins 2, ça fait 6. Par contre, si vous avez un WACC de 4 et un taux de croissance toujours de 2, vous allez avoir 4 moins 2, ça fait 2. Donc vous allez avoir un dénominateur plus petit. Plus K sera petit, plus K se rapprochera de G, plus votre fair value sera grande. C'est logique, parce que plus le taux d'actualisation sera faible, plus on s'attendra à ce que l'action sera plus élevée, parce qu'on attend le rendement exigé du capital sera plus faible. Donc on attend donc on aura une fair value plus grande. Et inversement, plus G sera petit, et plus le dénominateur sera grand. Plus G sera grand, plus G sera grand, plus on aura un dénominateur plus grand. Si vous avez un WACC de 8 et un taux de croissance d'abord de 2 et puis un taux de croissance de 3, le premier dénominateur ça sera 8 moins 2, ça sera 6, après 8 moins 3, ça sera 5. Donc plus G se rapproche de K et plus K se rapproche de G, et plus vous aurez une fair value plus grande. Et ça aussi, c'est par déduction, on comprend que K doit être plus gros que G. Parce que sinon, si G devient supérieur à K, on aura une fair value négative. Donc, on envoie le dernier cash flow de notre analyse dans le futur et la fin de croissance G est fine connective pour actualiser entre T0. G, c'est le taux de croissance à l'état stable prévu des revenus, des coûts et des actifs de l'entreprise à perpétuité. Donc on admet que, encore une fois, pour revenir à notre forecast, qu'après 5 ans, on peut envoyer tout le reste des revenus, des forecasts et des cash flows à un taux de croissance continu parce qu'on estime que l'entreprise est à maturité. Plus G se rapproche du K, plus la terminal value est grande, et inversement, plus K se rapproche de G, plus la terminal value est grande. Il est impératif que K soit plus grand que G, car aussi on aura une terminal value négative, ce que je vais dire. Le taux de croissance pour une biotech, ou même pour un secteur
technologique, c'est souvent plus ou moins 4% car on a déjà un WACC élevé et un marché en haute croissance. Maintenant, ça c'est, comment dire, des a priori que je mets ici. On va pas mettre, il y a une manière de trouver le G de manière plus concrète avec en mélangeant cette technique-là avec la technique de l'excès de multiple. Je vais revenir dans le slide suivant. Le G de base, souvent on prend 2%, c'est parce que ça, on considère que c'est taux d'inflation. Et puis c'est bon souvent pour le FMCG, les services médicaux, enfin, les appareils médicaux, etc. Tout ce qui est secteur c'est des secteurs pour lesquels on n'entend pas beaucoup de croissance. Le 2% marche très bien dans le cas de la Perpetual Growth Method. Donc vous prenez tout simplement ici, vous prenez un taux de 2%, voilà, vous mettez ici. Mince. Vous prenez ici 2% dans votre formule. Ça sera bon. Mais on peut également prendre le RF comme toute croissance infinie. Il y a certaines personnes qui prennent le risk-free rate. Donc pour le moment, le RF, ça ne vous parle peut-être pas. Donc le risk-free rate, le RF, c'est le taux de rendement sans risque du marché. Je vais expliquer ça un peu plus loin dans la notion de WACC, comme toute croissance infinie. Donc ça, c'est une autre option qui s'ouvre à vous aussi. Maintenant, moi, ce que je préconise, c'est d'utiliser la Perpetual Growth Method et de la combiner avec l'excès de multiple. C'est mon avis, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Je vais expliquer directement avec ma template, ça sera plus simple. Ok. Donc en fait, on va utiliser cette méthode-là. Donc tout d'abord, la première chose à faire, c'est calculer l'excès de la terminal value avec l'IMA, comme j'avais expliqué précédemment. Donc faire l'EBITDA de la dernière année fois l'excès de multiple, fois la moyenne médiane que vous avez pris de votre range, qui vous donne une terminal value, et appliquer cette formule-là que je vous ai mis dans le slide, je pense. Voilà. Ici. Donc vous allez, en appliquant cette formule-là, vous allez avoir une valeur approchée et estimée du taux de croissance pour voir si justement votre assumption n'est pas démesurée. Voilà, on peut également combiner cette méthode avec celle de l'IMM pour voir si notre assumption n'est pas démesurée. Donc c'est typiquement ce que j'ai fait ici. Si je reviens, hop. Donc ici j'ai tout simplement fait C8, c'est-à-dire la terminal value multipliée par le WACC. C'est pour ça qu'il y avait le WACC qui intervenait. Moins le free cash flow à l'époque sec divisé par C8, c'est-à-dire la terminal value plus le free cash flow en temps sec. C'est la formule qui est ici, que vous devez appliquer. Et ça vous donne une approximation plus juste et plus concrète de l'assumption. Et ça vous permet de justifier votre assumption aussi. Et pour voir si c'est pas démesuré, parce que c'est bien beau de prendre un taux de croissance de 4%, mais voilà, comme vous pouvez voir ici, j'avais 2,5%. Et si j'avais pris 4%, ben, c'est totalement démesuré par rapport au fait que je combine les deux méthodes. Et encore une fois, on peut faire une analyse de sensibilité avec le range et le WACC pour voir comment est-ce que varient mes deux assumptions. Okay. Donc voilà, il y a tout qui est repris dans le slide là pour faire votre template. Niveau de la terminal value. Donc maintenant on passe à la dernière partie, c'est qu'est-ce que le WACC. Donc le WACC, j'en ai déjà parlé, c'est le Weighted Average Cost of Capital, c'est le coût moyen pondéré du capital. Pourquoi coût moyen pondéré du capital? Parce qu'on va avoir un coût moyen pondéré entre la partie de la dette et la partie de l'equity dans le capital. Donc on peut voir c'est le pourcentage de la dette de la structure capitale, le pourcentage de l'equity multiplié par un cost of equity multiplié par un le coût de dette after tax, donc il va être taxé. Donc on a RD, c'est le cost of debt, fois 1 moins T, c'est pour ça qu'on dit after tax, il est taxé, multiplié par le poids de la dette dans la structure capitale, donc D divisé par D plus E, fois le cost of equity divisé par E plus D plus E. Et là, voilà, RD c'est cost of debt, RE c'est cost of equity, T c'est le marginal tax rate, le T ici, c'est pour ça qu'il est after tax. D c'est le market value of debt, E c'est le market value par equity. Ce qu'on entend par equity ici, c'est la market capitalization, c'est le nombre d'actions multiplié
par le prix courant de l'entreprise. Par le prix courant de l'action, excusez-moi. Donc voilà, schématiquement, on a le WACC, la proportion of equity, proportion of debt, cost of equity, real cost of debt, cost of debt, corporate tax rate, donc c'est le marginal tax rate ici, dans la formule ici. Ok. Dans le cost of equity, on va avoir la méthode KPM qui reprend le risk-free rate, donc le RF que j'ai parlé précédemment, le bêta, le risk premium, le size country premium, et dans le real cost of debt, on va voir le cost of debt et le corporate taxes. Ok. Donc, un truc qui est important à comprendre, c'est, avant d'aller plus loin, c'est pourquoi est-ce qu'une entreprise a intérêt à se financer par la dette. On a souvent tendance à croire que qui paye ses dettes s'enrichit. Je pense que ce proverbe-là ne s'applique pas vraiment à la finance et à la comptabilité parce que je vais l'expliquer tout simplement pourquoi est-ce qu'il faut prendre du recul par rapport à cette notion de qui paye ses dettes s'enrichit. Parce que si vous demandez à un passant dans la rue, quelqu'un qui n'a jamais fait finance, est-ce que avoir de la dette pour l'entreprise c'est bien? Très probablement, très vraisemblablement, cette personne vous dira non parce que la dette c'est quelque chose, c'est quand on doit de l'argent, c'est pas bête d'avoir de l'argent. Intuitivement, c'est ce qu'on peut penser aussi sans aller dans les détails. Et là, je vais vous montrer pourquoi est-ce qu'on a intérêt à avoir de la dette et ne pas avoir uniquement des fonds propres. Parce qu'on dit, ouais, la dette, on doit rembourser de l'argent, c'est pas bien, Non, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a intérêt à avoir de la dette dans le capital et aussi de l'equity. Donc, il y a deux grandes justifications pourquoi est-ce qu'on doit avoir de la dette. C'est le fait que d'abord, on peut déduire des charges d'intérêt dans le compte de résultat et l'effet de levier. Le premier, donc la déduction des charges d'intérêt dans le compte de résultat, il faut savoir que lorsqu'on se finance par la dette, on a des intérêts à payer. Lorsqu'on emprunte de l'argent, c'est pas gratuit. On doit payer des intérêts. Ces intérêts-là, on les déduit dans le compte de résultat parce que c'est une charge. Donc on paye en réduisant les charges, on payera moins de taxes et on aura un bénéfice distribuable qui sera plus petit. Ce qu'on n'a pas avec l'equity. Lorsqu'on finance par fonds propres, on finance par ses propres moyens, on ne peut pas déduire quelque chose dans le compte des résultats. Il y a une certaine discrimination entre la déduction entre le financement par dette et le financement par equity, par fonds propres. Et donc, déjà de base, par nature, ça coûte moins cher de se financer par la dette que par l'equity. Et en Belgique, d'ailleurs, à ce propos-là, pour casser cette discrimination-là de l'equity, du financement par fonds propres par rapport au financement par la dette, on a ce qu'on appelle les intérêts notionnels. Très brièvement, l'intérêt notionnel, qu'est-ce que c'est? C'est un intérêt fictif qui permet d'être déduit en fonction du pourcentage de financement par equity, par fonds propres qu'on a dans la structure capital. Et ça permet de faire une méthode analogue de déduction d'intérêt par rapport à la déduction d'intérêt avec la dette. C'est pour réduire cette discrimination-là. Et une des applications qu'a la déduction des intérêts et des charges d'intérêt avec la dette, c'est l'effet de levier. Donc, avant d'aller plus loin, je dois introduire une ratio qui s'appelle le ROE. Le Return on Equity, c'est tout simplement le net income divisé par l'equity. Ici, j'ai fait très schématiquement, j'ai pris 3 entreprises, j'ai pris 3 cas très très théoriques pour vous montrer, pour vous expliquer l'impact qu'a la déduction de la dette dans l'entreprise via l'effet de levier. Donc tout d'abord, on a une entreprise 1 qui a de l'equity à 100% et pas de dette, donc 100 000 euros en equity et 0 en dette. Elle a automatiquement un coût d'emprunt de 0 vu qu'elle n'emprunte pas de dette. Et elle a le résultat de 10 000. Okay. Le ROE, c'est le net income divisé par les equity. Donc le net income ici, je fais l'hypothèse qu'il n'y a pas de taxe. C'est pour simplifier les choses. Donc c'est 10 000 divisé par 100 000, c'est 10%. Donc elle a un ROE de 10%. L'entreprise B, elle, par contre, elle se finance à 50% par equity, 50% par dette. Donc elle a 50 000 en dette, 50 000 en equity, 50 000 en dette. Automatiquement, elle va avoir un coût d'emprunt et des intérêts. Donc le coût d'emprunt c'est 5%, l'intérêt c'est 5%. On fait 5% de 50 000 de sa dette, c'est 2500. Le résultat, elle a un résultat aussi de 10 000, résultat d'exploitation. Donc là, je raisonne
toutes autres choses restant égales pour vraiment vous montrer l'impact qu'a l'effet de levier, qu'a le financement par la dette et sur l'effet de levier. On a un résultat net de 10 000 moins 10 500. J'ignore les charges. Je fais ici l'hypothèse que j'ignore les charges les charges fiscales et tout ce qui est fiscalité. Les taxes, pardon, c'est ça que je voulais dire. J'ignore les taxes. Donc 10 000 moins 10 500, ça fait 7 500. On a un ROE de 7 500 divisé par 50 000, ce qui nous fait 15 000. Donc on constate que lorsqu'on fait atténuer la dette, on a un ROE qui est plus grand. Et ça, c'est dû à l'effet de levier. Par contre, ça a des limites. Vous comprenez bien que, intuitivement, si on a une charge de terrain qui est plus grand que notre résultat, ça va poser problème. Ici, par exemple, on a une entreprise qui finance l'equity à 20 000 et de la dette à 80 000. Elle a un coût d'emprunt plus élevé parce qu'elle emprunte plus. Ici, je fais l'hypothèse que c'est 15%. L'intérêt sera 15% fois 80 000 fois sa dette. Ça fait 12 000. Elle a un résultat aussi de 10 000. Toutes les autres choses sont égales, comme je raisonne depuis le début. Elle a un résultat net de 10 000 moins 12 000, ça fait moins 2 000. Elle va avoir un ROE de moins 2 000 sur 80 000, ça fait moins 2,5%. Elle a un ROE négatif. Donc ça a des limites. Mais ça a des avantages aussi. Ici, je vous ai vraiment pris trois cas différents pour vous montrer l'impact et les bénéfices qu'on a en se finançant par la dette, mais aussi ses limites. Donc voilà, ici, donc un all equity firm, on va avoir de l'equity de taxes, et on constate que lorsqu'on a une leveraged firm, ce qu'on entend par leveraged, c'est une entreprise qui est financée par la dette. En finance, ça, vous entendrez souvent parler de la différence entre unlevered et levered. Levered, c'est ce qui contient de la dette, et unlevered, c'est ce qui ne contient pas de dette. Donc ici, on a une unlevered, et automatiquement une all equity firm. Et ici, une levered firm qui a de la dette, elle paye moins de taxes, comme vous pouvez voir, elle a des taxes plus grandes et des taxes plus petites. C'est ça le gros intérêt de se financer par la dette. Et comme il est marqué ici, the levered firm pays less in taxes than does all equity firm, je viens de le dire. De plus, la somme de la dette plus l'equity of the levered firm is greater than the equity of the unlevered firm. Comme vous pouvez voir. Ok. Alors, maintenant, comme on va vraiment essayer de voir la structure et l'impact qu'a la proportion de dette et la proportion d'equity dans le WACC, parce que c'est ce qui nous intéresse. Donc, ce schéma est très très explicatif. Il y a tout qui est repris, je vais vous l'expliquer. Donc, tout d'abord, on mesure ici en abscisse la dette divisée par la total capitalization. Donc, c'est le poids de la dette dans la capitalization. Donc, c'est le ratio dette sur equity que vous retrouvez, qui est souvent utilisé en finance et qui est très important. Debt divisé par E, debt sur equity, parce que la total capitalization, c'est l'equity. Quand on parle d'equity, on parle bien de capitalization, c'est-à-dire, comme j'ai dit, le nombre d'actions en circulation multiplié par le prix courant de l'action. Et ici, le coût de capital. Donc ici, on va voir notre WACC. Donc tout d'abord, on constate que le WACC est décroissant et puis aussi croissant, qu'on met en relation avec le cost of equity et le cost of debt qui est after tax. Donc ici, il n'est pas mis, mais c'est cost of debt after tax, parce qu'on fait RD fois 1 moins T. Okay, parce que le capital est taxé, bien évidemment, comme je l'ai bien insisté là-dessus avec les slides précédents. Donc, lorsqu'on constate, on n'a pas de dette. Le debt total capitalization est nul. Pourquoi? Parce que le dette égale nul, donc le ratio est nul. Donc ici, on n'a pas de dette et tout correspond au cost of equity. Donc le cost of equity et le WACC se confondent ici. Comme vous pouvez voir, on a le même poids pour le cost of equity et le cost of debt. Le WACC va être tout simplement égal au coût des fonds propres, au coût de l'equity, au cost of equity. Par contre, au fur et à mesure qu'on augmente la dette, donc ici on commence à avoir de la dette, le ratio dette sur total capitalization augmente, le WACC diminue parce qu'on a de plus en plus de dettes. Donc le WACC diminue précisément puisqu'il est possible d'amputer la déductibilité des intérêts. C'est ce que je vous ai dit ici, c'est ce que je vous ai expliqué au slide précédent. Donc vu que ça va être bénéfique d'avoir de la dette pour l'entreprise dans une certaine mesure, le WACC va diminuer. Donc on constate que le WACC diminue. Et par contre, il va continuer de diminuer jusqu'à ce que la structure du capital optimale soit atteinte. Ici, on a vraiment le poids optimal, le poids minimum du WACC.
après il va augmenter. Donc la dette la proportion de dette dans le WACC va avoir un impact jusqu'à ce on obtienne le poids optimal. Par contre, après, ici il y a une faute, le coût, la quatrième étape, on constate que le WACC recommence à augmenter. Pourquoi? Parce que le coût des difficultés financières potentielles, c'est-à-dire les effets négatifs d'une structure du capital surendettée lorsqu'on a trop de dettes, commence à dépasser les avantages des fiscaux de la dette. Ben oui, parce qu'on commence à être trop surendetté. Le ratio debt to total capitalization commence à être trop grand. Donc on commence on perd les avantages de la dette. C'est ce que je vais expliquer ici. On va à la place de, voilà, si je peux mettre en comparaison les trois exemples ici avec le schéma ici. Lorsqu'on passe de l'entreprise A à l'entreprise B, on va passer de cette situation-là à cette situation-là. Par contre, lorsqu'on passe de l'entreprise B à l'entreprise C, on va passer d'une situation où on se trouve ici à une situation où on se trouve ici. Ok? Je vais agrandir ça, ce sera mieux. Donc, on va perdre les avantages fiscaux. Donc, automatiquement, on va avoir une capital qui va être surendetté. Donc, le WACC va augmenter parce que le capital va avoir là un impact négatif. Conséquence, vu que le coût de capital commence à être surendetté, on va réclamer un rendement plus élevé pour le risque plus accru parce que le risque augmente vu qu'on a une structure capitale qui va être surendettée et on a perdu les effets positifs de la dette sur le capital. Et on augmente ainsi le WACC au-delà du seuil optimal de la structure du capital. Lorsqu'on a 100% de dette, lorsqu'on est 100% financé par la dette, on se trouve ici, le WACC se confond avec le coût de la dette after tax, le cost of debt after tax, tout simplement. Et le ratio debt to capitalization, il y en a. Ok. Donc maintenant, on va s'attarder à la première branche du WACC, donc la proportion de dette et les concepts qui lui sont sous-jacents. Pourquoi est-ce que je commence par la proportion de la dette? Parce que c'est plus facile de calculer l'impact de la proportion de la dette que la proportion des coûtiers. Le KPM notamment pose souvent problème. Donc la première partie c'est le poids de la dette et du coût de capital. Où trouver le marginal tax rate. Vous allez sur Damodaran Online et varie selon les pays. Donc Damodaran vous donne un marginal tax rate et c'est des sources qui viennent de KPMG. C'est des sources solides, c'est pas n'importe quoi. Damodaran c'est pas n'importe qui. Et ces sources, il est marqué, ça va être KPMG, donc c'est solide. Donc ça, le premier truc on l'a. Le T on l'a, ok. Maintenant il reste à calculer le RD. Le D sur D plus E c'est facile, c'est tout simplement la dette sur la dette plus l'equity. Donc ça on l'a. Il reste à trouver ce que c'est le RD. Le RD, il y a deux manières de le faire. Le premier, c'est tout simplement de faire le ratio, de calculer le ratio interest expense divisé par la dette totale. L'interest se trouve dans l'income statement du 10K. Donc vous allez tout simplement ici, si je prends ma template, si je vais dans l'income statement, voilà, j'ai l'interest expense. Et c'est bien celle-là qu'il faut prendre. C'est bien l'interest expense et pas la net interest expense. Ok? C'est bien celle-là qu'il faut prendre. Donc on l'a. Et on divise par la dette. La totale dette se trouve un peu partout dans le Tenkel. Le plus facile c'est de trouver dans les keystats. Donc vous allez ici, voilà, voilà, hop. Et vous avez la dette ici. Donc on a notre RD. Ok? Mais il y a une autre manière, c'est de faire le risk-free rate plus le spread. Donc le risk-free rate, donc c'est le taux sans risque. Je vais expliquer c'est quoi par la suite. Bon, je vous le donne en mille. Typiquement, on prendra un taux d'obligation, un taux obligataire à 10 ans. Par exemple, pour une entreprise américaine, on prendra un taux à 10 ans. Le taux obligataire américain pour 10 ans, on dira qu'il est sans risque parce que l'État américain, il y a très peu de chances que l'État américain fasse faillite. Donc, il n'y a pas de risque de défaut, pas de risque de contrepartie. Donc, il est considéré sans risque. Mais je vais revenir sur cette notion-là plus tard dans la présentation. Donc on va faire le risk-free rate plus le spread. Le spread, ça va être une prime qu'on va rajouter au risk-free rate. Et on doit calculer ce qu'on appelle l'interest coverage ratio. C'est les bits divisés par l'interest expense. Donc
l'interest, donc l'EBIT pour rappel, c'est le earning before interest and taxes divisé par l'interest expenses. Donc on regarde le poids de la dépense d'intérêt par rapport à l'earning before interest taxes. On calcule ça pour les 5 années présentes dans notre pays, de notre année d'analyse, pardon. Puis ensuite on fait une moyenne et une médiane, c'est l'éternel débat encore une fois. Ensuite Damodaran va nous donner un rating compte tenu de cette moyenne médiane qui nous donne ensuite un spread qu'on additionne à notre rêve pour avoir le coût de la dette. Donc concrètement comment est-ce qu'on fait? Donc comme vous pouvez voir ici, j'ai fait à chaque fois EBIT divisé par interest expense, etc. Donc pour les 5 années. Donc à chaque fois j'ai l'interest coverage ratio pour mes 5 années. Et le Damodaran nous donne un rating A1, A+, A1, A+, A2, A2. On fait la moyenne et on fait l'average et la moyenne de 2. Après vous prenez celle que vous voulez, ça c'est encore une fois propre à l'analyse de prod ou la moyenne ou la médiane. Et compte tenu de cette moyenne médiane, on prend le global rating des 5 dernières années, A2, A1. Et on aura, après ce global rating, Damodaran nous donne un spread qui est associé. Et à ce spread, on ajoute le spread au risk-free rate. Et ce que vous pouvez faire, c'est combiner les deux méthodes, faire par exemple une moyenne pondérée et prendre 50% de cette méthode-là et 50% de cette méthode-là pour avoir un weighted average cost of debt. Encore une fois, c'est libre à l'analyse, vous pouvez prendre en compte que cette technique-là, ou bien prendre en compte que cette technique-là, ou bien faire 50% celle-ci, 50% celle-ci, 60% celle-là, 40% celle-là. Ça, c'est à vous à voir par rapport à comment est-ce que vous jugez la structure de capital et la structure de dette dans le capital, enfin la dette de la structure capitale pardon, de votre entreprise. Là, je vous donne deux méthodes, à vous de faire comme vous voulez. Ok, donc comme vous pouvez voir ici, je vais vous montrer mon WACC. Hop. Voilà. Donc ici, j'avais fait tout simplement, voilà, comme vous pouvez voir, une moyenne pondérée de 2. J'avais pris 50% de la première méthode, 50% pour la deuxième méthode. Ça à vous à voir. Comment est-ce que vous voulez faire? Donc maintenant, on va s'attarder à la deuxième partie. La deuxième partie est beaucoup plus technique parce qu'on va faire rentrer des probabilités et des statistiques. Donc la première partie, enfin, ce facteur-là, l'equity divisé par la dette plus equity, c'est facile, on l'a automatiquement, on prend la capitalisation divisé par la dette plus la capitalisation, c'est facile à trouver. Maintenant, il reste à définir ce que c'est le R1. Le R1, c'est tout simplement le KPM que j'ai parlé à plusieurs reprises dans la présentation, c'est le Capital Asset Pricing Model de Harry Markowitz, qu'on prendra comme mesure du cost of equity. Je vous le donne en mille, c'est une théorie qui est énormément longue et c'est une des plus importantes en finance. Il y a plein de modèles qui lui sont dérivés. Par exemple, il y a le modèle APM qui est une variante du KPM où on a un bêta propre à chaque facteur de risque macroéconomique pour l'entreprise. Je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, c'est juste à titre d'information. Mais la manière la plus simple, c'est de prendre le KPM et c'est ce qu'on fait. Et c'est une théorie qui est énormément longue et Markowitz, c'est vraiment un des piliers de la finance. Et il y a toutes les théories que vous trouvez, trois quarts des théories que vous pouvez trouver en finance, elles sont dérivées du théorème de Markowitz, du théorème et des théories de Markowitz. Et Markowitz a modélisé le KPM. Le KPM, c'est quoi? C'est RF plus bêta fois, entre parenthèses, RM moins RF. Donc le RF, c'est le fameux risk-free rate. Le bêta, c'est une mesure du risque. Donc le bêta, c'est vraiment le poids d'orgue. C'est le poids culminant, le poids final et le poids le plus important de sa théorie. Je vais essayer d'expliquer ça le plus correctement possible, de manière la plus simple et la plus brève et la plus résumée possible, parce que je vous assure que j'aurais pu faire 5 vidéos de 4 heures là-dessus, tellement c'est complexe et tellement Markowitz a tout simplement consacré toute sa vie à ça. Et donc le bêta, c'est la mesure du risque non systématique et non diversifiable. Parce qu'il y a deux types de risques, je vais y revenir par la suite. Le RM, c'est l'expected market return. C'est le rendement attendu du marché. Et on comprend que la différence entre le RM et le RF, donc c'est ce qu'on appelle le market risk premium. Il y a une faute ici.
Voilà. Ok, c'est le market risk premium, c'est la prime de risque en fait. C'est la prime qu'on a au lieu de, en fait, c'est-à-dire que si par exemple on avait un rendement sans risque de 2% et un rendement du marché de 6%, ben 6 moins 2 ça fait 4, on gagne 4% en prime de risque à investir sur le marché plutôt que dans un taux sans risque. Mais cette prime de risque sera multipliée par, euh, par la mesure du risque, parce que la prime de risque doit être multipliée par la mesure du risque systématique et non diversifiable qui s'appelle le bêta, auquel on ajoute le RF. C'est ça le return on equity. Donc, il y a plusieurs composants. Donc, il y a le RF, il y a trois composants là-dedans. Il y a le RF, le bêta et le RM. Je vais d'abord parler de la composante la plus facile, entre guillemets, du KPM, c'est le RF, le taux sans risque, le risk-free rate. Donc, le taux de référence, ce serait une obligation d'État. On prendra aux États-Unis un taux obligataire 10 ans et un taux obligataire 10 ans des bons de trésor de 10 ans aux États-Unis. En Europe, on prendra le taux allemand de 10 ans. Donc, qu'est-ce qu'un taux sans risque? Il doit n'y avoir pas de risque de défaut et pas de risque de réinvestissement. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ça veut dire que pas de risque de défaut, c'est qu'on est sûr que la contrepartie ne fera pas défaut. Donc, en l'occurrence, l'État américain, il y a très peu de chances qu'il fasse défaut. Et le risque d'investissement, ça veut dire qu'on peut être sûr qu'à terme, après 10 ans, si on prend 10 ans d'obligation État, c'est qu'après 10 ans, on puisse encore une fois réinvestir dedans. C'est les deux caractéristiques d'un investissement sans risque. Maintenant, l'horizon va avoir un impact. Quelle maturité choisir du bon? Est-ce qu'on va prendre une obligation de 10 ans ou une obligation de 30 ans? Il est sûr qu'un bon à 1 an aura un return plus faible qu'un bon à 30 ans. Et vous pouvez aller voir ça sur des sites financiers. Si vous regardez les obligations à 1 an ou même à 5 ans par rapport à une obligation à 30 ans, l'obligation à 30 ans aura un taux d'intérêt supérieur à une obligation à 1 an ou à 5 ans. Tout simplement, vu que la maturité est plus petite, ben, il est considéré comme risqué parce qu'on va récupérer notre argent plus tôt. Donc automatiquement, on sera payé moins. Notre argent va être gelé, entre guillemets, pendant moins longtemps. Donc déjà, le temps, la maturité va avoir un impact sur comment est-ce que notre bon va être risk-free, comment est-ce qu'il va être sans risque. Donc, on sait que la DCF, elle va à perpétuité, donc on devrait normalement aussi avoir un RF qui va à perpétuité. À perpétuité. Je sais pas ce qu'il faut là, le sac. Ben oui, parce que vu qu'on fait à perpétuité, il faudra un bon sans risque à perpétuité aussi, mais ça n'existe pas. Un bon sans risque à perpétuité, un taux obligataire sans risque, ça n'existe pas. Le maximum est une maturité de 30 ans, donc logiquement on pourrait se dire, ouais, mais alors on prend le maximum. Mais on préfère prendre 10 ans dans la pratique, et je vous conseille de prendre 10 ans pour des raisons techniques et de cohérence. On va calculer des default spread et des equity risk premium. Donc l'equity risk premium, c'est la différence entre le RM et le RF. Et les default spread, c'est tout ce qui est vis-à-vis du cost of debt, etc. Et toutes ces données-là sont plus faciles à trouver et à calculer avec des données historiques de 10 ans. Et elles seront plus représentatives avec un échantillon de 10 ans. Donc par principe de cohérence, on prendra une obligation de 10 ans. Maintenant, ce qui est important, c'est ce que Damodaran souligne dans ses écrits, dans ses livres, c'est que tous les gouvernements, not all government securities are risk-free. Donc, tous les bons obligataires d'État ne sont pas nécessairement risk-free. Si vous prenez ce graphe-là, en Europe, vous pouvez voir que la Grèce, elle est très très loin d'être son taux est très très loin d'être sans risque, d'être risk-free, comme on dit. C'est pour ça qu'elle a un taux de rendement plus élevé. Intuitivement, quand on regarde, qu'est-ce qui a le taux le plus faible? C'est l'Allemagne. Pourquoi est-ce que l'Allemagne a le taux de rendement plus faible? Parce qu'on se dit qu'elle a les deux caractéristiques ici, elle n'a pas de défaut, de risque de défaut, et elle n'a pas de risque de réinvestissement. Donc automatiquement, le marché estime que via ces deux caractéristiques-là, l'Allemagne on attendra, on exigera un taux plus faible parce qu'elle est moins risquée. Et un taux de réinvestissement plus faible, et un taux de risque d'investissement plus faible, et un taux de risque de défaut de contrepartie plus faible. Donc, si vous évaluez une entreprise en Europe, que ce soit une entreprise italienne, une
entreprise grecque, une entreprise allemande, suisse, n'importe quoi, il faudra toujours prendre le bon obligataire allemand. Pourquoi? Parce que c'est celui-là qui représente le plus le taux sans risque en Europe. Donc maintenant la question c'est comment calculer le risk-free rate. Donc moi ce que je vous conseille c'est de regarder les revenus de l'entreprise. En fait, Damodaran, il dit, qu'est-ce qu'il dit Damodaran? Damodaran dit qu'en fait, il faut regarder la composition de revenus pour regarder les currencies qui rentrent dans les revenus, c'est-à-dire les monnaies. Si vous avez par exemple, voilà ici, dans le cas ici, on a pris une moyenne pondérée, donc on a pris 40% pour le 10 ans, le bon américain 10 ans et 60% pour le bon allemand 10 ans. Pourquoi? Parce que le chiffre d'affaires de l'entreprise représentait 40% aux États-Unis et 60% en Europe, plus ou moins. Il se peut aussi que vous ayez par exemple 10% order. Là, vous prenez, là si c'est pour order, dans votre répartition des revenus, vous attribuez 5% au marché américain, 5% au marché européen. Et vous faites une moyenne pondérée des deux. Donc, ou sinon, de manière plus simple, comme ce qu'on doit faire, vous faites une moyenne de 10 ans des taux sans risque à la clôture. Et ça, vous pouvez aller voir sur la MarketWatch. C'est ce que j'ai fait ici. Hop, le RF. Voilà. Vous pouvez aussi comparer à l'actuel. Vous prenez ou la moyenne ou la médiane des 10 dernières années. Ou vous pouvez aussi prendre tout simplement le taux actuel, c'est comme vous voulez. Et vous avez votre RF. Ici, en l'occurrence, j'ai pris la moyenne plutôt que la médiane. Okay, et vous pouvez aussi prendre tout simplement le taux actuel courant, dire je prends le taux courant, le taux de rendement du bon américain courant. Et ici, j'ai pas fait de moyenne pondérée parce que l'entreprise vendait à 90% ou à 80% aux États-Unis. La moyenne pondérée, c'est bien quand vous avez des revenus très très diversifiés. Si vous avez 20% en Chine, 20% en Chine, 20% en Europe et 60% aux États-Unis, vous allez prendre 60% du taux américain, du 10 ans américain, 20% du 10 ans japonais et 20% du 10 ans allemand, qui représente l'Europe. Il faut toujours faire une moyenne pondérée par rapport à la composition des revenus d'entreprise. Alors maintenant, qu'est-ce que le RM, le Expected Return du marché, le rendement du marché? Alors là, c'est très très complexe parce qu'il y a deux manières de s'y prendre. Soit on va se baser sur les données historiques, donc on va regarder en arrière, soit on va regarder en avant. C'est la deuxième option qui s'ouvre à nous. À titre d'information, il y a un professeur qui donne cours à l'université de Yale qui s'appelle Roger Ibbotson, I2BOTSON, qui a consacré sa vie à l'étude du RM, du rendement du marché et du rendement du marché, tellement c'est complexe. Et c'est très très loin d'une science exacte. Il y a des gens qui font il y en a qui font des moyennes sur 50 ans. Donc la première option qui s'offre à nous, c'est de regarder de manière historique sur des données historiques. Le plus pertinent et le plus simple, c'est de prendre une moyenne sur 10 ans des annual returns de l'indice de référence en question. Ici, je vous ai mis une référence directe, Y-Charts, pour l'S&P 500, et vous faites une moyenne des deux. Il y en a aussi qui prennent en compte, qui prennent un rendement de 50 ans, qui regardent le marché, comment est-ce que le marché s'est comporté les 50 dernières années. Il y en a qui prennent sur 80 années, il y en a qui prennent sur 30 ans. Ça, c'est propre à l'analyste, encore une fois. Mais une manière aussi alternative à calculer ça, c'est d'aller dans le futur. Ça, il faudra aller chez Damodaran. Damodaran vous donnera l'equity risk premium par pays. C'est lui qui le calcule. Alors, comment est-ce qu'il calcule dans le futur, Damodaran, le rendement du marché? Et pour moi, c'est mieux de prendre cette technique-là que celle-là. Parce que le passé ne reflète pas nécessairement le futur. Bien qu'il faut bien se baser sur ces données pour calculer des choses. En fait, donc, il se dit qu'il achète le S&P 500 aujourd'hui le 1er janvier 2013 au prix de 1421 2013 et il va calculer les dividendes annuels les 5 années qui suivent. Et il fait l'hypothèse que les dividendes vont croître. Donc, we will assume that the dividend and buybacks will grow at 5.27%
pour les 5 années suivantes. Donc, il fait croître les dividendes que vous allez recevoir avec les 500 entreprises contenues dans le S&P 500 à 5,7%. Ok? Donc, on a ça. Et ça, je ne sais, ne me demandez pas où il va trouver ce taux de croissance. Il dit analyste. Je ne sais pas c'est lesquels analystes, mais il doit avoir des sources très très solides d'Amodaran. Donc, je pense que c'est fiable. Et après ça, donc il va actualiser ça via un taux R, un taux d'intérêt. Donc on aura 1426, le prix d'achat du S&P 500 au 1er janvier 2013, égale tous les dividendes actualisés, plus une terminal value. Vous pouvez voir ici qu'il y a encore 89, il y a la dernière année. Donc si vous vous souvenez, la structure de la terminal value, on avait le dernier free cash flow en temps sec, fois E plus le taux de croissance infini, divisé par le taux d'actualisation, moins G. Ok. Et après, on devait actualiser ça. Il refait une terminal value en fait ici. Regardez, hop. Il fait le dernier dividende, le dernier ensemble de dividendes multiplié par E plus le taux de croissance infini. Il dit que we will assume that earnings on index will grow at 1.76%, the same rate as the entire economy, égale le risk-free rate. Il dit que le risk-free rate représente le entire economy. Donc il prend ça comme taux de croissance infini, divisé par R, le taux d'actualisation moins G, fois A plus R exposant 5. C'est quoi fois A plus R exposant 5? C'est l'actualisation de la terminal value. Et après, il isole le R. Je vous mets au défi de faire le même travail qu'il fait lui. C'est très très compliqué. Vous allez devoir faire soit la technique de l'extrapolation linéaire, ou bien faire une méthode de Newton pour obtenir le R. J'ai déjà essayé, c'est très très compliqué. Et vous allez avoir l'expected return on stock, le T-bond rate, donc il fait la différence entre les deux et ça nous donne un equity risk premium. Et ça, c'est disponible chez Damodaran sur son site internet. Et il calcule un equity risk premium, il fait ça pour chaque pays. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut trouver le RF? Bon, reste maintenant le bêta. Dernier mais pas le moindre, last but not least. On a ici donc le bêta. De manière purement statistique et théorique, c'est une régression linéaire entre les returns de l'action et les returns de son indice de référence. Par exemple, le bêta d'Apple, on va prendre l'indice Nasdaq, on va corréler les returns, on fait une régression linéaire entre les returns d'Apple et les returns du Nasdaq. Donc il y a un index et un bêta. Donc si on a le bêta égal à 1, donc en fait ouais, c'est tout simplement le bêta, c'est un coefficient de corrélation. C'est le coefficient de corrélation entre les returns de votre entreprise et les returns de l'index que vous avez pris, entre autres Apple et Nasdaq ici. Donc intuitivement, il ne faut pas aller chercher plus loin. Si vous vous souvenez bêtement de votre cours de statistique de première année, on voyait déjà ça, le coefficient de truc de corrélation. On corrélait des séries. Si le coefficient de corrélation, donc le bêta, est égal à 1, l'action va suivre parfaitement le marché. Donc quand le marché monte-descend, l'action monte-descend de manière parfaitement proportionnelle. Par contre, si on a un coefficient de corrélation supérieur, c'est-à-dire le bêta supérieur, l'action monte-descend plus que proportionnellement et le marché monte-descend, que le marché monte-descend. Ok ? Une faute ici. On parlera alors ici d'une action agressive. À l'inverse, on aura que lorsque le bêta est inférieur, c'est-à-dire que lorsque le coefficient de corrélation est inférieur, l'action monte-descend moins que proportionnellement quand le marché monte-descend. On parlera alors d'action défensive. Concrètement, ça veut dire quoi? Si votre marché monte de 1% et que vous avez une entreprise qui a un bêta supérieur, l'action montera de plus de 1%. Inversement, si le marché monte de 1% et que vous avez un bêta inférieur à 1, l'action montera de moins de 1%. Et lorsque vous avez bêta égal à 1, si le marché monte de 1%, l'action montera de 1%. C'est ce qui sous-entend. Maintenant, le bêta, c'est une mesure du risque. Mais c'est quel risque? Encore une fois, comme je dis, c'est Harry Markowitz avec la théorie moderne de la gestion du portefeuille qui a découvert ça. Le seul risque à prendre, c'est le risque systématique de marché et non diversifiable qui est représenté par le bêta. Car l'autre partie du risque, le risque diversifiable, c'est mis grâce à la diversification du portefeuille. Évidemment, plus le bêta est élevé, plus l'action sera considérée comme élevée et risquée. Là, j'attire sur votre attention que sa théorie
et de manière générale, tous les théories de finance reposent sur beaucoup d'hypothèses très restrictives parce qu'à un moment donné, pour faire des modèles, autant faire des hypothèses, et des hypothèses, parfois on les fait pour simplifier les modèles, et ces hypothèses qu'on fait ne correspondent nécessairement à la réalité des choses, au truc vrai, ou à la réalité des choses, tout simplement. Par exemple, une des hypothèses de Markowitz, c'est que les returns suivent une loi normale. Ce qui est faux. Je vous mets au défi de trouver une action dont les returns suivent les lois normales. C'est pas vrai. Il se base aussi sur des hypothèses de concurrence parfaite. La concurrence parfaite dans les marchés n'existe pas. Enfin, elle est très très rare. Donc voilà. Pour en revenir, donc j'ai dit qu'il y avait deux types de risques. Je vous demande de vous concentrer ici sur ce graphe-là. On a un risque ici qui est diversifiable, le risque non diversifiable. Comme vous pouvez voir, le risque du portefeuille, il est mesuré ici, et on mesure ici le nombre de types par portefeuille. Donc le risque ici, il peut être le risque. Donc ça c'est le risque total ici, la courbe ici. Le risque total diminue au fur et à mesure qu'on a de plus en plus de titres dans le portefeuille. Plus on diversifie, plus le risque total du portefeuille diminue. Mais on diminue en fait que le risque diversifiable. Si vous prenez ici lorsque vous avez 5 titres, vous allez avoir un risque plus élevé. Par contre, si vous avez 20 titres, vous avez un risque du portefeuille plus élevé. Pourquoi? Parce qu'on diminue le risque du portefeuille. Et ici, il y a une asymptote qui se crée en fait ici. Et le risque diversifiable, lui, il s'élimine tout simplement. Il s'élimine par la diversification du portefeuille. Mais il y a une partie du risque qu'on appelle le risque non diversifiable qui ne peut pas être éliminé. Et le bêta, il mesure cette partie du risque-là, qu'on a en dessous de l'asymptote qu'on a ici. Ok? C'est le risque non diversifiable et c'est le seul risque à prendre en considération. Si vous prenez en compte dans votre portefeuille du risque diversifiable et que vous n'éliminez pas le risque diversifiable, le marché ne vous rémunérera jamais le risque diversifiable. On est rémunéré pour le risque non diversifiable. Si on ne diversifie pas le portefeuille et qu'on prend en compte le risque non diversifiable, c'est pour notre pomme, c'est tant pis pour nous. On a un rendement de portefeuille plus élevé, on a un risque du portefeuille plus élevé, mais le marché ne nous rémunérera jamais pour cette partie-là. Il va nous rémunérer pour le risque non diversifiable. Donc le bêta est la mesure d'une seule partie du risque, le risque systématique de marché est non diversifiable. Une partie du risque est éliminée par la diversification du portefeuille, c'est le risque diversifiable. Okay, je ne vais pas refaire la démonstration avec vous, mais je vous l'ai mise. Donc c'est Markowitz encore une fois qui prouve ça, qui prouve qu'on a un asymptote qui tend vers la covariance et qu'il n'y a pas de limite à la diversification. Je vous l'ai mis, donc libre à vous de la lire. Donc c'est ça, Markowitz il a voulu définir les deux types de risques comme j'ai dit. Donc de manière très simple, le risque diversifiable et le risque non diversifiable. Le risque non diversifiable c'est plus des facteurs macroéconomiques. Et le risque diversifiable, c'est des facteurs microéconomiques, très généralement. Par exemple, l'annonce d'une augmentation des taux du marché aux États-Unis par la Fed, ça va impacter tout le portefeuille. On parlera de risque non diversifiable. Lorsque Mario Draghi bouge le petit doigt à la BCE, ça impacte tous les marchés. On ne sera pas réduire ce risque-là. Par contre, lorsque vous avez un retard sur les bons de commande pour une entreprise, un facteur microéconomique, ça c'est du risque non diversifiable. Le fait qu'une action perd 10% à cause du fait qu'elle a du retard dans ses commandes, par exemple, ben, ça va être noyé dans votre portefeuille parce que vous allez avoir à côté, par exemple, je sais pas, si vous avez un portefeuille de 100 actifs, ben, le centième actif qui va être impacté par le fait que justement on va avoir un retard sur les bons de commande et que l'action va perdre 10%, ça va être noyé dans le portefeuille. Ça va être noyé parce que les 99 autres actions ne vont pas être impactées par ce risque microéconomique. Voilà, soit les grèves, les procès, il y a des facteurs qui affectent l'ensemble des investissements et qui ne sont pas propres à un instrument de placer données. Voilà. J'ai bien fait la différence entre les deux types de risques. Donc comment calculer le bêta dans la pratique? Tout simplement, d'abord il faut aller sur Yahoo Finance, vous allez sur Yahoo Finance, vous prenez l'action, vous tapez l'action dans la barre de recherche, Yahoo Finance, le site anglais, hein, pas le site français, le site anglais, et vous allez dans Historical Data, et là il y a deux options sont bravo, il y a le Time Period et la fréquence. La chose que je vous conseille, c'est de faire toujours en 5 ans mensuel. 8 fois sur 10, vous allez tomber sur le bêta que vous trouvez sur le site financier.
Par exemple, moi ici, moi ce que je fais à chaque fois, je calcule mon bêta de manière mensuelle, monthly, weekly and daily pour un échantillon de 10 ans, 3 ans et 5 ans. Donc, vous pouvez voir ici, hop, il y a bêta 10 year monthly, 10 year weekly, 10 year daily, 5 year monthly, 5 year weekly, 5 year daily, 3 years monthly and 3 year weekly and 3 year daily. Je calcule à chaque fois, donc mensuel, hebdomadaire et journalier pour un échantillon de 3 ans, 5 ans, 10 ans, et je regarde le bêta qui me convient le mieux. Je vous conseille de faire ça aussi, mais la première, 8 fois sur 10, vous allez le bêta que vous allez trouver en faisant 5 ans mensuel correspondra au bêta que vous trouvez sur le site financier, sur investing.com, sur Google Finance, etc. Sur tous les sites financiers, sur Finviz, sur Reuters, etc. Ok. Donc, vous prenez 5 ans, ici vous changez la période et vous prenez la fréquence ici comme vous voulez. Vous appuyez sur Apply, après Download Data. Après, il faut convertir les données. Vous allez avoir un fichier comme ça, vous cliquez sur la première. Vous allez avoir un dossier où les données sont mises n'importe comment. Vous devez cliquer sur la première colonne, aller dans données, convertir. Première étape, c'est cliquer. Vous allez avoir, lorsque vous allez dans données, puis convertir, vous allez avoir un onglet qui va s'apparaître à vous. Donc, si je vais ici dans données, si je vais ici par exemple dans données, convertir. Voilà, vous avez un onglet qui s'ouvre à vous ici. Vous avez, la première chose, c'est mettre suivant. Après, il faut mettre virgule ici, comme ça, suivant. Après, dans paramètres avancés. Et vous devez bien, ici, comme j'ai mis dans le slide, hop, virgule. Vous allez avoir d'abord ça, virgule, poids, et inverser, mettre septentimal poids et septentimal virgule. Donc, il faut inverser les deux. Donc, ici, vous mettez, hop, avancer. Je recommence, je sais pas pourquoi ça a bugué. Hop. Dans avancer, vous mettez séparateur poids et séparateur de milliers, virgule. Après, vous appuyez sur OK. Je ne vais pas le faire ici parce que j'ai déjà fait. Bien inverser les deux, donc ne pas se tromper là-dessus, comme j'ai mis ici. Appuyez OK. Et après, suivant. Après, vous allez avoir vos fichiers. Il faut prendre les closed adjusted. Les closed adjusted dans les données. Pas le prix de fait, vous allez avoir plusieurs données qui s'ouvrent à vous. Vous prenez bien les closed adjusted. OK. Après, voilà, vous faites les returns, c'est tout simplement B4 moins B3 sur B2. Donc, c'est ça moins ça sur ça. C'est la variation, la variation entre vos deux données, tout simplement. Et vous faites une régression linéaire entre les deux. Voici la formule pour calculer votre bêta ici. Bon, il y en a plusieurs. Il y a la formule pente. Voilà, par exemple, si je vais ici, je fais la formule pente. Est-ce que vous allez voir égale pente, hop, point virgule, voilà, hop, et je trouve encore le même bêta. Vous avez cette formule là qui s'ouvre à vous, pente. Vous avez la formule de régression qui s'ouvre à vous aussi, ici, hop. Vous pouvez aussi faire la formule brute. Qu'est-ce que j'entends par formule brute? C'est covariance Pearson des returns de l'action sur la variance la covariance entre les returns de l'action et les returns du marché divisé par la variance du marché. Vous prenez ça, hop, et voilà. Et vous obtenez encore une fois le même bêta. Donc ça, voilà, il y a 3 formules qui s'ouvrent à vous. Ça, c'est la droite de régression linéaire. Donc vous faites droit de règle, vos returns de l'action, vos returns du truc, de l'index, ou bien la formule pente, ou bien la formule brute, covariance divisée par variance. Et après aussi, il y a le graphe qui permet de vérifier. C'est toujours bien de faire un graphe pour avoir une visualisation de la droite de régression. Là, vous allez tout simplement dans insertion, nuage de poids,
Après, vous allez là, disposition rapide, vous prenez celui-là, vous allez avoir y égale 1,37 bêta x plus 0,14. Donc voilà, tout simplement. Donc voilà comment calculer le bêta. On distingue le levered bêta et le unlevered bêta. Donc qu'est-ce que la différence entre le levered bêta et le unlevered bêta? Donc j'avais déjà parlé de la différence entre la notion de levered et unlevered. Un levered bêta, c'est un bêta qui tient en compte la dette. Le unlevered bêta, c'est un bêta qui ne tient pas en compte la dette. Comme Damodaran le dit, unlevering a beta removes the financial effect of leverage. Donc le leverage, c'est l'effet de levier via la dette. Le unlevered beta supprime tous les effets bénéfiques obtenus en ajoutant de la dette à la structure capitale de l'entreprise. Le levered beta mesure le risque d'une entreprise ayant des dettes et des capitaux propres dans la structure du capital face à la volatilité du marché. Là, vous comprenez bien que pour le WACC, on va prendre un levered beta qui tient en compte la dette parce que dans le WACC, on a un coût moyen pondéré entre le bêta, entre le poids de la dette et le poids de l'equity. Et le WACC, pourquoi est-ce qu'on prend le poids de la dette et le poids de l'equity? Parce que le free cash flow qu'on forecast, il est indépendant de la structure du capital et il tient en compte à la fois, c'est un free cash flow to the firm. C'est un free cash flow qui concerne à la fois ceux qui détiennent de la dette et ceux qui détiennent du capital. Ça, vous allez avoir besoin d'un unlevered beta pour les entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Pourquoi? Parce que vous voyez bien qu'ici, les régressions linéaires, je me base sur des données statistiques, des données boursières, des données de marché que j'ai déprod sur Yahoo Finance. Mais une entreprise qui n'est pas cotée en bourse, une entreprise privée, il n'y a pas ces données-là. On ne serait pas calculé le bêta comme ça. Alors comment est-ce qu'on calcule le bêta? On va devoir faire ça avec un unlevered bêta qui après deviendra levered. Donc, notons que la société d'analyse a sûrement de la dette dans ses comptes financiers, mais le bêta des endettés la traite comme si elle n'a aucune dette en retirant toute dette du calcul. Plus l'entreprise a de dettes ou de levier financier, plus les bénéfices sont utilisés pour rembourser ses dettes. Cela augmente le risque associé au stock. La société ayant des structures capitales et des niveaux d'endettement différents, afin de pouvoir les comparer efficacement ou par rapport au marché, un analyste peut les traiter comme des sociétés non endettées en utilisant le unlevered beta qui ne prend pas en compte l'effet de levier financier de la société sur sa performance. Ainsi, seule la solvabilité des fonds propres d'une entreprise au marché sera prise en compte. Donc ça c'est ce que je vais t'expliquer. Et la dernière phrase des capital. Seule la solvabilité des fonds propres d'une entreprise du marché est prise en compte lorsqu'on parle du unlevered beta, vu qu'on ne prend pas en compte la dette. Ok. Donc le unlevered beta, c'est le levered beta divisé par A plus le ratio dette sur equity fois A sur la taxe. Donc ça c'est comment faire un levered beta. Donc là je vous ai mis vraiment la méthode comment est-ce que faire. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire un levered beta. Donc qui se trouve ici, on a le unlevered beta ici et on a le levered beta ici. Pour trouver le levered beta, on va multiplier le unlevered beta par ça et on aura le levered beta. C'est la manière de faire lorsque on n'a pas de WACC. On fait ça multiplié par le dominateur pour trouver le levered beta parce qu'on a besoin d'un levered beta dans le WACC pour forecaster nos cash flow dans le cas du private equity qui ne sont pas cotés en bourse. Donc voilà, là c'est vraiment une petite distinction que j'ai fait pour vous expliquer qu'il y a deux types de bêta et que c'est bien le levered beta qu'on prend en compte dans la DCF et dans le WACC. Et que si jamais vous voulez analyser une entreprise qui n'est pas cotée en bourse, il faudra faire cette technique du levered beta et du unlevered beta. On peut aussi ajouter un size premium au KPM. Ici, donc, on avait notre formule KPM plus SP, size premium. Pourquoi le concept de prime de taille repose sur des preuves empiriques suggérant que les petites entreprises sont plus risquées et par conséquent doivent avoir un coût de capitaux plus élevé. Là, je vous ai mis un lien pour trouver des ratings de size premium, pour ajouter un size premium compte tenu de la market cap et de la taille de votre entreprise. Par taille d'entreprise, on entend la taille de la market cap. Donc ici, si vous faites copier-coller de ce lien-là, vous allez avoir un tableau avec des size premium à ajouter compte tenu de la taille de votre entreprise si vous avez une nano cap ou une micro cap. Donc voilà, in fine, ce qu'on obtient. Donc dette sur equity, total ERD, voilà, etc. Les KPM, RF, bêta. Ça plus ça nous donne un risk free rate. Et bien évidemment, l'equity, c'est le nombre d'actions multiplié par le current share price. Dette plus equity, c'est ça plus ça. Le ratio dette equity, c'est ça divisé par ça. Ça divisé par ça, tous les composants que je vais expliquer, on obtient ça au final. Donc voilà, in fine, le résultat qu'on obtient à la fin de la DCF. On va avoir notre enterprise value, donc on va avoir le G, le bêta, le WACC, la somme des free cash flow discountés, la discounted terminal value, la somme des deux, ça nous donne l'enterprise value.
On va devoir encore utiliser cette formule-là. On va déduire la dette, ajouter le cash, enlever les preferred stock, enlever les multi interest, qui nous donne l'equity value. L'equity value, on va diviser ça par le nombre d'actions en circulation, les outstanding shares, qui va nous donner la fair value. On compare au current share price. Si la fair value est supérieure au current share price, on va avoir un gap positif et donc l'action sera sous-évaluée. Et inversement, si la fair value est inférieure au current share price, on aura une action qui sera sous-évaluée et un price qui sera négatif et un gap qui sera négatif. On peut également faire une analyse de sensibilité en fonction du WACC et du G. Donc ici, je mets le taux de croissance à long terme infini et le WACC parce que c'est pour voir comment est-ce que la fair value est sensible. Donc enfin, ici, c'est le price value, mais la fair value, elle est ici. Donc on peut voir que si le WACC vaut 8,65%, donc c'est-à-dire 0,05% en moins que mon WACC de base. Ici c'est mon WACC de base, ici mon taux de croissance de base, donc 3% et 9,14. Donc on met au milieu du tableau, on met notre valeur de référence. Donc je prends mon WACC de référence, je prends 3 valeurs à gauche, 3 valeurs à droite. Pareil pour le taux de croissance, mon taux de croissance de base c'est 3%, je prends 3 valeurs à droite, 3 valeurs à gauche, que je diminue. Ici j'ai diminué de 0,05%, et pareil ici. Donc à chaque fois, donc si je constate que si mon WACC diminue de 0,5% avec un taux de croissance long terme inchangé, j'ai une fair value de 208. À l'inverse, si mon WACC augmente de 0,05% et avec un taux de croissance changé, j'ai une fair value qui est de 178,12. Ça permet de mesurer la sensibilité de nos assumptions. Donc si je vais dans ma template, je vais vous montrer ça. Voilà, hop. J'ai ça comme données. Ça, c'est mes analyses de sensibilité. Et in fine, voilà, c'est toujours bien de faire, comme j'ai dit, une petite spreadsheet, pour avoir une quick overview qui reprend l'ensemble de vos résultats de votre DCF. C'est bien de faire ça parce que ça tient sur une page. Je vais vous la montrer dans ma template. Hop. Ça, c'est un truc que j'ai construit moi. Voilà, hop. Ça tient sur une page et c'est bien parce que vu qu'on doit rendre un fichier Word lors de nos analyses, ça permet d'avoir vraiment une quick overview de notre DCF. Donc on a le cash flow, l'average growth rate de notre cash flow futur. On a la somme des cash flows des futurs cash flows actualisés, la terminal value, le pourcentage de la terminal value dans l'entreprise et le pourcentage de la valeur de nos expected free cash flow dans l'entreprise. J'attire aussi votre attention que vous aurez toujours la terminal value représente toujours un pourcentage plus important que la somme des expected free cash flow actualisés dans l'enterprise value. Pourquoi? C'est ça, parce que vu qu'on va dans l'infini, on va de la dernière année du forecast jusqu'à dans l'infini, automatiquement la période est plus longue. Donc c'est normal qu'on a la terminal value ait un pourcentage plus important que la somme des free cash flow, parce que c'est que 5 ans, et ça va de la dernière année, donc la 5e année jusqu'à l'infini. Et ça montre aussi, ça, vu que la terminal value représente 5%, ça montre l'impact qu'a notre taux de croissance long terme sur la valeur d'entreprise et a fortiori sur la fair value. Donc vu que la terminal value représente toujours un pourcentage beaucoup plus important que la somme de nos cash flows actualisés, de nos EFCF actualisés, notre assumption de long terme aura un impact majeur sur notre enterprise value et donc sur notre fair value. Voilà, ici, voilà, encore une fois, j'ai repris l'ensemble, l'enterprise value, tout ce qu'on doit déduire, tout ce qu'on doit ajouter, l'equity value, le nombre d'actions de circulation, la fair value, le prix courant et la conclusion si c'est undervalued ou overvalued en fonction de la fair value et du prix. Ici, j'ai pris le résumé du WACC. Le pourcentage de la dette, le pourcentage de l'equity, cost of equity, cost of debt, le marginal tax rate, le bêta et l'equity risk premium, la différence entre le RM et le RF. J'ai remis mon analyse de sensibilité en fonction du G et du WACC et graphiquement le gap. Donc voilà, c'est ce que je vous conseille de faire. Ici, prendre les sales, EBITDA, EBIT, le pourcentage de marge. Après, bien ici insister sur la distinction entre ce qui nous amène au free cash flow lorsqu'on passe du NOPAT au free cash flow. C'est toutes ces parties-là. Tout ici, c'est un peu, ça fait référence à la méthode additive simple que j'ai parlé dans l'autre vidéo. Tout simplement le résultat d'exploitation plus la DNA, puis il nous donne le free cash flow. Et lorsqu'on déduit la capex et la variation du net working capital, on a le free cash flow.
Et en dessous, mettre la present value of free cash flow, tout simplement les free cash flow actualisés. Ça, c'est les free cash flow actualisés. Et voilà. Ok. Donc voilà, comme conclusion, je vais terminer avec des phrases assez importantes. The DCF is only as strong as its assumptions. Si vos hypothèses sont mauvaises, votre DCF sera mauvaise. C'est automatique, il y a énormément d'assumptions. Et les hypothèses sont propres à l'analyste. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hypothèses varient d'analyste en analyste. Et donc a fortiori, la valuation va varier d'analyste en analyste. Donc ça veut dire que si moi et vous, on analyse la même entreprise, c'est fort probable qu'on n'ait pas la même fair value. Et c'est ce qui va arriver. Parce qu'on aura des hypothèses différentes. La preuve, Damon Doran avec l'IPO de Twitter, en fait, il explique qu'une semaine avant l'IPO de Twitter, il a fait une valuation sur Twitter et il a pricé l'action de Twitter à $18. À $18 et l'action elle se vendait à $26. Donc Twitter a émis leur action initialement à $26 et à l'ouverture des marchés, quand Twitter a émis leur action à $26, il y a eu une forte demande et les prix ont augmenté jusqu'à $46 la première journée. Et quelqu'un lui a téléphoné et on lui a demandé d'expliquer pourquoi est-ce que l'action valait $46 en sachant que Twitter a commencé leur IPO à $26. Et il a dit j'en ai pas parce que j'ai pas payé pour. Je ne sens pas l'urgence d'expliquer ce que les autres payent. Parce qu'il n'a pas payé pour ça, lui il voulait pas. Il a estimé que l'action valait $18 et elle était pricée initialement à $26. Après, c'est sous l'effet de l'offre et la demande et de l'engouement des investisseurs, le prix est passé à $46 la première journée. Mais lui, il estimait qu'à peine avant même que les marchés ouvrent, que le prix était trop cher par rapport à ce qu'il estimait, donc il s'en foutait. How do you explain de $46? I didn't pay it. I never feel the urge to explain what other person say. Donc ça, c'est dans une vidéo YouTube, c'est la conférence qui donne à Google que je vous ai parlé, ça dure 1h30. Franchement, je vous conseille de la voir parce qu'il donne beaucoup d'anecdotes très intéressantes et il pose un regard critique sur la valuation et sur les risques qu'il y a lorsqu'on fait de la valuation, sur les hypothèses, etc. Valuation is simple. Valuation is more about the story than the number. Et il dit qu'on a choisi, Damran dit qu'on choisit de rendre les valuations complexes. En ce sens qu'on met énormément de chiffres, énormément de complexes, mais il faut se dire que derrière les chiffres, derrière les modèles, il y a des histoires. Il faut toujours aller voir plus loin que le bout de son nez. Pourquoi est-ce que la DNA augmente beaucoup? Pourquoi est-ce que le fonds de roulement augmente beaucoup? Pourquoi est-ce que la variation en besoin fonds de roulement augmente plus que proportionnellement par revenu? Pourquoi est-ce qu'on a eu d'un coup une augmentation des taxes? Les chiffres ont une histoire et il faut faire parler les chiffres. Et la DCF que vous allez avoir, lorsque vous allez devoir venir présenter devant l'Assemblée générale, vous allez devoir expliquer une histoire avec les chiffres. Vous allez dire, ma DCF elle est comme ça, j'ai des free cash flow comme ça, parce qu'il y a ça. Il y a une histoire que vous allez devoir raconter. Et l'histoire, elle diffère d'un liste en liste. Moi, je vais raconter une histoire sur BMW, par exemple. Et si vous analysez BMW, vous allez raconter peut-être une histoire différente de la même. Donc, on aura une fair value différente. Lorsqu'une analyse, si je vais plus loin, je ne sais pas si je l'ai noté ici, non je ne l'ai pas noté. Mandarin dit que quand une analyse, ici voilà, when a valuation goes bad, it's not because of the numbers, it's because of three big problems I see in valuation. The first is bias, the second is uncertainty, and the third is complexity. Ça, c'est les trois choses que je vous demande à faire, à toujours prendre en compte lorsque vous faites une DCF. C'est les bias, ça veut dire les préconceptions, les a priori que vous avez sur l'action. Pourquoi? Parce que si vous, admettons, quand vous faites du stock picking, vous allez typiquement taper stock to buy, etc. Vous allez dire cette action elle en vaut la peine, donc je vais l'analyser. Donc en l'analysant dans votre DCF, vous allez espérer et attendre que la fair value que vous allez avoir soit supérieure à la valeur de marché, parce que vous vous dites qu'il faut l'acheter. Vous l'analysez dans l'optique de se dire, je suis certain que l'action est sous-évaluée, je vais faire une DCF dessus pour prouver que le marché la sous-évalue et que la valeur intrinsèque est supérieure à la valeur de marché. Ok?
C'est typiquement ce que vous allez faire. Vous arrivez avec des préconceptions et des a priori sur l'action. Et il faut toujours essayer. C'est très dur de mettre ça de côté. Pareillement, des fois, on a attaché à notre prise. Damodaran, par exemple, a avoué qu'il n'a jamais su pricer Apple. Il n'a jamais eu, enfin, pas pricer, mais évaluer Apple. Parce qu'il a dit, j'aime trop Apple. Je suis trop amoureux de cette entreprise-là. Je ne saurais pas avoir un regard objectif sur mes assumptions, c'est sur ma DCF, et sur ma valuation, parce que j'ai des a priori sur Apple. J'aime trop cette entreprise-là. Il a déjà dit. Donc, encore une fois, il faut faire attention à ça. Uncertainty, ben, c'est l'incertitude qu'on a par rapport à nos hypothèses. Et on est très dur à affronter ça, l'incertitude qu'on a par rapport à nos forecasts. Et il faut toujours prendre compte en considération cette incertitude-là et la complexité. La complexité par rapport au fait qu'il y a beaucoup de nombres, beaucoup de modèles, etc. Mais quand une valuation ne va pas bien, c'est pas à cause des nombres, c'est à cause de l'histoire que vous racontez derrière. Ça veut dire que votre histoire n'était pas bonne. Les histoires que vous mettez des chiffres, derrière les chiffres, n'étaient pas bonnes. C'est souvent ça qui foire. Parce que vos assumptions vont dépendre de l'histoire que vous racontez sur l'entreprise. Sur comment est-ce que vous voyez le futur de l'entreprise, comment est-ce que vous avez vu son passé, comment est-ce que vous la voyez pour le présent, à l'heure actuelle, et comment est-ce que vous la voyez pour le futur. Et sur ce base-là, vous allez faire des assumptions. Et c'est vos assumptions qui vont conduire, qui vont driver votre entreprise. N'oubliez jamais que l'investisseur d'aujourd'hui ne tire pas profit sur la croissance d'hier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme j'ai déjà dit, ça se peut que vous ayez des cash flows énormes pendant 5 ans et qu'après les cash flows diminuent et que les revenus diminuent pour les années qui suivent. Il faut toujours prendre du recul par rapport à ça. Le passé ne reflète pas nécessairement le futur. Ça, c'est une phrase. Ouais, Warren Buffett, c'est une très grande référence. Vous devez résister à la tentation si vous n'êtes pas prêt à garder une action pendant 10 minutes. Ne songez même pas à la détenir pendant 10 minutes. Qu'est-ce qu'on entend par là? En plus de ça, cette phrase-là, elle vise vraiment la stratégie du club. Ça veut dire qu'il faut toujours penser long terme et pas court terme. Pourquoi? Ça complète ce que Benjamin Graham dit. Il dit sur le court terme, le marché se comporte comme une machine à voter, mais sur le long terme, le marché se comporte comme une balance. Il faut savoir que Benjamin Graham, c'est le mentor de Warren Buffett, c'était son professeur de finance et tout, à l'université, etc. C'est vraiment son mentor. À ce titre, je vous recommande une lecture qui est vraiment une des bibles, un des livres les plus importants en finance, c'est L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. D'ailleurs, un investisseur intelligent, le premier investissement qu'il fait, c'est d'acheter ce livre-là, L'investisseur intelligent, le Benjamin Graham. Acheter le livre de Benjamin Graham constitue déjà un investissement intelligent. C'est ce que Benjamin disait de son livre pour le vendre, bien évidemment, mais voilà, c'est pour vous dire que c'est vraiment une bible en finance. Et pour revenir à ce que Benjamin Graham et à la corrélation qu'il y a entre la pensée de Warren Buffett et Benjamin Graham, pourquoi est-ce que Benjamin Graham dit que le marché à court terme se comporte comme une machine à voter? Il entend par là que les marchés à court terme sont énormément volatiles et qu'il suffit d'une petite pichenette, de petits chocs pour que les marchés soient totalement chamboulés. Et qu'à court terme, l'investisseur comme nous, l'investisseur privé comme nous, ou même dans un club d'investissement, on ne sait pas calculer avec certitude les mouvements court terme du marché. Et à court terme, c'est vraiment comme une machine à voter. Ça veut dire qu'on ne peut pas se baser sur le court terme parce que les marchés sont trop volatiles. La volatilité des marchés à court terme nous empêche de faire du rendement court terme lorsqu'on fait de la valuation sur de la valeur intrinsèque. Maintenant, c'est sûr que si vous êtes dans les grandes banques d'investissement comme Goldman Sachs, JP Morgan, etc., ils vont avoir des algorithmes et des salles de trading où vous allez trouver des programmes et des algorithmes de trading à ultra haute fréquence qui vous calculent le prix de l'action, qui vous price l'action à la nanoseconde près en prenant en compte de tous les éléments de marché, que ce soit des tweets, des éléments qualitatifs, etc., pour pricer l'action à la nanoseconde près. Mais nous, on n'a pas accès à ça. Donc pour nous, vraiment, à court terme, la volatilité des marchés fait que le marché se comporte comme une machine à voter. Mais sur le long terme, il se comporte sur une balance. Qu'est-ce qu'il entend par balance? Donc si vous voyez bien une balance, il y a un poids à gauche, un poids à droite. Et c'est la balance entre la fair value et la valeur de marché. Ça
c'est pour ça qu'il parle de long terme vis-à-vis de ce que Warren Buffett dit, il faut surtout pas acheter une action quand on n'est pas prêt à la détenir pendant 10 ans. Il ne faut pas la garder pendant 10 minutes. Parce qu'il faut viser long terme, parce qu'à long terme, ça se comporte comme une balance entre la valeur intrinsèque et la valeur du marché. Et c'est ce que j'ai déjà expliqué, le prix, ce que Warren Buffett dit aussi, le prix c'est ce que vous payez et la valeur c'est ce que vous obtenez. Il y a une différence entre la valeur et le prix. C'est pas la même chose. Price is what you pay, value is what you get. Et à long terme, à court terme, il y a toujours un décalage. C'est là tout l'intérêt de la valuation, d'ailleurs, de la finance, c'est qu'il y a un décalage entre le prix de l'action et la valeur de l'action. Mais à long terme, les deux convergent. Sur le long terme, le marché se comporte comme une balance, en ce sens que on s'attend, et ça a été prouvé qu'à long terme, les marchés sont efficients pour la valuation, c'est que le prix de l'action converge vers la valeur de l'action. C'est cette notion de balance. Donc voilà. J'en ai fini pour la DCF. J'espère que ça vous aura plu et que, comme je le dis à chaque fois, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter. Et voilà. Je vous remercie.